Cette semaine, au balado, on parle du budget du gouvernement du Québec avec le directeur de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon. Et on discute des vrais enjeux de la campagne électorale fédérale avec Virginie Dosti-Toupin. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie pour cette première partie du directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables, qu'on peut voir au contribuable avec un s.ca, Nicolas Gagnon. Nicolas Gagnon, bonjour. Bonjour à vous. Nicolas Gagnon, bon, le 25 mars, là, cette semaine, le ministre de l'Économie du Québec, Éric Girard, a déposé le budget du Québec pour l'année qui vient et en cours. Parlez-nous un peu, là, vous qui étiez au huis clos, qui avez feuilleté l'ensemble de ce gros document. On a vu les images là, avec François Legault. C'est un gros document que vous avez pu consulter. J'imagine que vous ne l'avez pas lu au complet, mais parlez-nous un peu de quelles sont les grandes lignes là, à retenir et qu'est-ce que vous retenez, vous, à la Fédération canadienne des contribuables? Oui, ben effectivement, là, c'est un document quand même de 458 pages pour le rapport budgétaire et ça n'inclut pas, en fait, là, les autres documents en annexe qui sont fournis, en plus de la stratégie de dépenses du gouvernement qui est fournie par le Conseil du Trésor, qui est à peu près aussi, élaboré là, que le rapport budgétaire comme tel. Pour un peu expliquer la différence entre les deux, c'est que le rapport budgétaire fait un peu une mise à jour, du moins essentiellement le budget fait une mise à jour sur l'état des finances publiques. Et donc, vous avez les revenus, vous avez les dépenses globales et un peu, dans le fond, une mise à jour de la situation. Puis, la stratégie de dépenses du gouvernement, qui est le second gros cahier, lui, il vient plutôt démontrer, en fait, comment est-ce que chaque dépense va être faite au niveau des ministères, ou du moins, comment est-ce que l'argent va être alloué au ministère comme tel. Et donc, c'est quand même, en 24 heures, c'est impossible de passer à travers ça directement, mais au moins au huis clos, il y avait quand même une certaine capacité à ce qu'on puisse travailler ensemble sur le document avec d'autres parties prenantes, d'autres groupes socio-économiques. Et essentiellement, pour venir au fond du sujet, le budget est effectivement très mauvais pour les contribuables. Donc, on considère qu'il est insoutenable pour plusieurs raisons. La première, c'est, je pense que tout le monde a très bien vu le chiffre jusqu'à maintenant, 13,6 milliards. C'est le fameux déficit qu'on a cette année. Essentiellement, c'est l'argent ou du moins la dette supplémentaire qu'on va rajouter sur la dette du Québec qui ne fait que croître. Cette dette qui est rendue à 258 milliards de dollars et dont on a un peu perdu le contrôle. Et cette dette qui, d'ici la fin de la décennie, du moins d'ici le moment où est-ce qu'on devrait retourner à l'équilibre budgétaire comme c'est projeté par Éric Girard dans ses projections au niveau du budget, la dette va avoir grimpé à 325 milliards de dollars. Donc, c'est quand même assez important de considérer ça parce que vraisemblablement, les finances publiques sont dans le rouge au Québec. On a des déficits à perpétuité pour les prochaines années et ça va nous coûter de plus en plus cher au niveau du poids sur les finances publiques. Présentement, ça nous coûte environ 9,6 milliards. On peut arrondir ça à 10 milliards, les frais d'intérêt sur la dette du Québec, mais graduellement, à cause de l'augmentation du poids de la dette qui est due à ces déficits cumulés, ça va faire en sorte qu'on va payer environ 12 milliards par année très prochainement avec nos impôts et nos taxes, non pas pour mettre plus d'argent en santé ou en éducation, mais ou même en forme de baisse d'impôts, mais cet argent-là va être utilisé essentiellement pour payer les intérêts d'une dette qui va continuer à croître. Mais justement, en ce moment, est-ce qu'on peut considérer qu'une part significative du 13,6 milliards actuel est due aux intérêts qu'on paye déjà? Donc, on fait déjà l'expérience de cette médecine de reporter à plus tard nos dépenses. Mais effectivement, il y a une part non négligeable du déficit qui vient du fait que on transporte à chaque année des paiements d'intérêt qui ne font qu'augmenter et qui nous sapent d'une marge de manœuvre budgétaire assez importante. Mais je dirais que au final, le déficit s'explique pour deux raisons. De un, on augmente les dépenses. Il n'y a rien qui a été fait pour les réduire, ça c'est garanti. On va même de l'avant avec des nouvelles propositions d'investissement, ne serait-ce que pour répondre aux menaces tarifaires ou du moins à la menace d'une possible guerre commerciale avec les Américains. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le gouvernement va justifier son déficit cette année. C'est-à-dire, on se met dans le rouge, mais c'est pour protéger l'économie. Ce qui est assez particulier parce que l'année dernière, quand on nous a annoncé un autre déficit record, parce que 11,4 milliards, c'est quand même le déficit record absolu de l'histoire du Québec, celui qui nous avait été présenté l'année dernière. Finalement, on va rapidement l'oublier parce qu'on en a un nouveau record cette année. Mais l'année dernière, le buzzword durant la présentation du budget, c'était essentiellement
de dire, ben, écoutez, c'est un budget responsable parce qu'on a répondu aux demandes des syndicats. C'est essentiellement ça, alors que c'est pas du tout un budget responsable de plonger les finances dans le rouge comme ça. Et là, cette année, ben, le buzzword, c'est la guerre commerciale, c'est Donald Trump, c'est cette menace au sud de nos frontières qui va fort possiblement ébranler notre économie. Et ce qui est particulier, c'est que les fameuses projections d'Éric Girard pour le retour à l'équilibre budgétaire ne tiennent sur absolument rien. Ça, je pourrais y revenir, ne serait-ce que dans un plus tard dans notre segment. Mais pour venir à mon observation vraiment du budget comme tel d'un point de vue des contribuables, c'est très mauvais pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement l'état des finances publiques et le poids qu'on va porter pour les prochaines années. Mais le deuxième, c'est l'absence d'allègements fiscaux dans le budget. C'est-à-dire que si vous espériez que le gouvernement aille dans une direction différente, parce que pour l'instant, on dit aider les contribuables, aider les entreprises à faire face aux turbulences économiques. Mais on y va seulement dans une seule case. On va dans la case des dépenses supplémentaires. Il y a personne qui va regarder, par exemple, la case des revenus et qui dit, et si on se privait de certains revenus sur l'impôt et qu'on permettait aux gens de payer moins d'impôts pour qu'ils puissent eux-mêmes passer à travers ces problèmes, ces turbulences-là. Malheureusement, ça n'a pas été envisagé. Donc, pas de baisse d'impôt sur le revenu, pas de baisse d'impôt sur ne serait-ce que sur le gain en capital. En fait, même le gouvernement prévoyait dans son budget que le gain en capital allait, ou du moins la hausse du taux d'inclusion du gain en capital du fédéral allait s'appliquer. Et ils ont même basé certaines de leurs projections là-dessus sur le fait que peut-être qu'ils iraient chercher des revenus supplémentaires si le fédéral allait de l'avant, alors que c'est quand même assez particulier parce que le budget était déposé ce mardi. Et vendredi dernier, Mark Carney, qui est premier ministre, mais qui n'était pas encore en élection, a aboli cette mesure-là. Donc, c'est quand même assez particulier que c'était encore dans le budget. Et finalement, ce qui me sidère un peu, c'est que, bon, je sais que le Québec n'est pas la seule province à avoir un déficit cette année. Je pense qu'à peu près toutes les autres provinces canadiennes ont des déficits ou presque, mais il en reste qu'on est une des rares à ne pas donner d'allègements fiscaux. Le Manitoba donne des allègements fiscaux. En fait, par exemple, ils ont la taxe sur l'essence qui est suspendue de manière permanente, qui est à peu près, je pense, en 10 ou 14 cents par litre d'essence, qui au départ avait été suspendue comme congé de taxe, et là finalement c'est rendu complètement éliminé. On a aussi l'Ontario qui avait fait la même chose, qui avait réduit d'à peu près 8,5 cents la taxe sur l'essence et qui vont maintenant de l'avant avec un gel permanent ou du moins une réduction permanente. Et on a aussi l'Alberta qui a un déficit et qui a réussi quand même à livrer une baisse d'impôts. Donc, la plupart de ces provinces-là ont des déficits pour les mêmes raisons que le Québec. C'est parce qu'ils préparent des investissements supplémentaires pour faire face aux possibles turbulences économiques et donc ils se dotent de ces réserves de contingence pour être en mesure d'y répondre. Mais au final, le contribuable, lui, est pas mal lésé parce que non seulement il va se retrouver avec le fardeau de cette dette qui va s'accroître au courant des prochaines années, mais dans les circonstances actuelles, il n'y a pas eu de tentative de réduction du fardeau fiscal des Québécois. Et je tiens à rappeler que dès lundi prochain, pas lundi prochain, pardon, mardi prochain, le 1er avril, il y a exactement 9 provinces sur 10 qui vont voir la taxe carbone disparaître de leur facture, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation. Il y a même la Colombie-Britannique qui a annoncé hier que ce serait effectif dès le 1er avril et c'était la seule autre province qui avait un régime similaire au Québec par rapport à la taxe sur le carbone. Et là, ben, ça va disparaître. Donc, on fait partie vraiment des seuls qui n'auront pas droit à une quelconque forme d'allègement fiscal cette année. Et malheureusement, le budget nous laisse encore une fois sur notre fin à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là, justement, j'étais moi-même en Alberta il y a 2 semaines pour mon tournage et je me suis rendu compte à quel point ça fait la différence de ne pas avoir de TVQ à payer, notamment sur la nourriture. J'étais vraiment impressionné. Il y avait une différence notable sur ce besoin de première nécessité qui est la nourriture. Donc, on peut voir à quel point les taxes, oui, bon, on peut essayer de les justifier, mais elles font mal directement aux familles. Là. J'imagine que les familles albertaines ont beaucoup moins de difficultés à nourrir leurs enfants que les familles québécoises. Et ben, souvent, la manière qu'on justifie les déficits, c'est parce que c'est pour des investissements. Donc, la meilleure justification en économie 101 pour faire des déficits, c'est justement on s'endette pour éventuellement créer des entreprises. Pour une entreprise lambda, là, même la bourse, c'est un peu cette logique-là, c'est-à-dire qu'on vend des parts pour pouvoir investir dans le futur. Donc, on arrive, même les grandes entreprises, la tech, arrivent souvent avec des 20 ans d'histoire sans avoir généré aucun profit. Pourquoi? Parce que ça demandait des investissements tellement énormes qu'ils ont tous été
tous les profits ou les revenus ont été réinvestis pour le futur. Est-ce que dans ce cas-ci, au Québec et au Canada, sommes-nous aujourd'hui dans une logique d'investissement? Vous avez prononcé le mot, ou c'est simplement pour dépenser, pour faire les dépenses courantes, là? Est-ce qu'on va éventuellement tirer profit de ce 13 milliards de déficit, ou c'est vraiment juste pour assurer les dépenses à court terme? La question est très bonne, puis je dirais que la réponse elle risque d'être complexe parce que il y a plusieurs éléments à considérer dans ce déficit-là. La première des choses, c'est le déficit structurel qu'on transporte au Québec sur notre dos depuis les 25 dernières années minimum. Et quand je dis déficit structurel, ce sont des dépenses non compressées qui sont essentiellement dans la fonction publique. Donc, il y a vraiment une croissance de la fonction publique et de l'ensemble de l'État québécois qui veut pas être insoutenable. Et pourquoi? Parce que quand on regarde les dépenses, ben, elles augmentent 2 fois plus rapidement que les revenus. Et ça, c'est une réalité qui nous affecte depuis plusieurs années, d'où la notion d'un déficit structurel. Et ça fait en sorte que, veut pas, on a aussi un déficit au niveau des finances publiques. Maintenant, d'un autre côté, le gouvernement du Québec, de François Legault, faut pas se faire d'idée au niveau d'une quelconque forme de compression ou d'austérité comme certains aimeraient le crier sur tous les toits, parce que c'était un peu le cas hier, là, j'y reviendrai rapidement, mais la réalité, c'est que le gouvernement investit quand même encore beaucoup dans ses principales missions, en fait. La croissance des dépenses du gouvernement cette année, du moins dans le budget, c'est environ 1,8 %. C'est pas énorme comme tel, mais il n'y a pas une seule dépense qui n'augmente pas ou presque. Il y a quand même quelques coupures. Il y a des crédits, des crédits d'impôts qui ont été abolis, qui ont été remplacés par d'autres. Mais au final, il n'y a pas vraiment d'économies qui ont été faites à ce niveau-là. Et s'il y a eu des économies, c'est pas ce qui empêche le déficit d'être présenté à 13,6 milliards. Et finalement, en troisième point, il y a aussi la notion qu'il y a des montants qui vont être investis de manière stratégique par le gouvernement à travers ces fonds discrétionnaires et à travers aussi les crédits d'impôts qui sont maintenant mis à la disposition pour favoriser l'investissement. Donc, essentiellement, le gouvernement du Québec s'est creusé un trou financier pour favoriser l'investissement privé au Québec dans des conditions où est-ce qu'on cherche à se créer des nouveaux marchés avec des nouveaux partenaires autres que les Américains, sans pour autant dire qu'on ne fera plus affaire avec les Américains. Donc, ça faisait partie du discours d'Éric Girard hier, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, lui, dans sa tête, il prétend qu'on va retourner, puis pas juste dans sa tête, mais dans le rapport budgétaire, il s'attend à ce qu'on retourne à l'équilibre budgétaire d'ici la fin de la décennie. D'un, c'est très facile, faire porter le fardeau à un autre gouvernement, à moins que ce soit bien sûr encore la CAQ qui soit au pouvoir en 2029-2030. Mais il en reste que, l'équilibre budgétaire, quand on dit que ça va se faire dans 4-5 ans et qu'on a une élection l'année prochaine, c'est très facile à lancer en l'air, puis après ça, à se corriger si jamais on est réélu ou peu importe. Mais dans ce cas-ci, la réalité, c'est que on s'attendait à un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est une des choses à laquelle on s'attendait à la Fédération canadienne des contribuables, parce que l'année dernière, quand on a déposé un déficit de 11,4 milliards, on s'attendait à ce que le gouvernement nous présente dès l'année prochaine ou dans les plus brefs délais un plan pour justement mettre fin à cet endettement chronique qui nous coûte de plus en plus cher. Et le plan qui nous a été proposé est une véritable farce. C'est-à-dire que à tous les niveaux, on ne mentionne pas où est-ce qu'on va couper. En fait, il n'y a aucune mention de réelle coupure ou restructuration de l'État québécois dans ce plan-là. On parle essentiellement, puis je pense que je l'avais sous les yeux, si je peux même retourner voir le rapport publiquement, mais essentiellement, c'est du wishful thinking. On espère que le gouvernement fédéral va continuer à investir au Québec, ne serait-ce que dans ses projets d'infrastructure. On espère que la croissance économique sera au rendez-vous. On espère aussi que le scénario de référence qu'on a projeté, qui se base sur la menace de tarif de 10%, va s'appliquer comme tel. Donc, qu'est-ce qui arriverait si c'est plutôt 25%? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une guerre? Ça, c'est pas considéré. Et c'est clair que quand on regarde, par exemple, les fonds de contingence du gouvernement, il y en a pas énormément. Et quand on regarde, par exemple, vers la fin, du moins vers 2029-2030, on s'attend à ce retour à l'équilibre budgétaire, mais on réalise que le gouvernement cherche encore 2,5 milliards de part et d'autre pour être en mesure d'aller chercher cet équilibre budgétaire, et essentiellement, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller le chercher. Donc, on dit que c'est un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais c'est basé sur, honnêtement, du wishful thinking et l'espérance que peut-être que les choses vont se résorber d'elles-mêmes. Sinon, ce sera effectivement le fardeau du prochain gouvernement qui devra s'en charger. Mais donc, je trouve que au final, on investit davantage et on n'a pas nécessairement des meilleurs résultats. Mais ce qui me sidère, c'est que hier,
suite à la présentation du budget par Éric Girard, les partis de l'opposition ont pu réagir au budget comme tel. Et Québec solidaire a quand même été assez cinglant parce qu'eux autres, ils voient un déficit de 13,6 milliards et des dépenses plus élevées que jamais. Ils voient ça comme un temps le début de compression puis d'austérité budgétaire, ce que j'ai bien discuté à cerner. Et la raison pour laquelle ils disent ça, c'est que la croissance des dépenses est pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Parce que l'année dernière, quand on regarde par exemple les dépenses en éducation, elles ont augmenté d'environ 9%. Cette année, elles vont augmenter de 2%. Mais elles augmentent quand même. Et l'augmentation de l'année dernière est toujours valide. Les montants qui ont été alloués l'année dernière ne vont pas disparaître soudainement parce qu'on a réduit la croissance des dépenses qui est toujours existante. En santé, c'est la même chose. Les budgets en santé, en fait, le budget en santé l'année dernière a augmenté de 7%. Cette année, ça devrait augmenter aux alentours de 2 ou 3% encore une fois. Il y a des gens qui parlent de compression puis de coupure en santé. C'est totalement faux. De la même manière que le fameux 1,5 milliard. Oui, oui, ben quand vous entendez l'expression, pas l'expression, mais les journaux, les médias dire il y a des coupures de 1,5 milliard en santé, c'est complètement faux. C'est jamais arrivé. La réalité, c'est que le gouvernement avait annoncé quand même des dépenses supplémentaires en santé. Et après ça, malgré l'augmentation importante des dépenses en santé et les concessions qui avaient été faites aux syndicats pour les salaires dans le système de santé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a réussi à dépasser les budgets parce qu'il faut dire que le ministère de la Santé est quand même assez complexe avec toutes les composantes, les hôpitaux et tout ça. Mais à la fin, c'est pas des compressions au niveau du budget qui était alloué. C'est parce que le système essaie de dépenser plus que qu'est-ce qu'on essaie d'allouer. Et quand on dit, bon, on va ralentir la croissance des dépenses, donc on va vous en donner encore, mais pas à un même rythme que l'année dernière. Vous avez des groupes qui, comme certains syndicats ou comme certains partis de l'opposition, qui se mettent à scander austérité, comme si on était de retour à l'époque de Philippe Couillard, où est-ce qu'il y avait une véritable tentative de réduire les dépenses, ce On qui est pourrait pas du monter à tout René le cas. Lévesque si on voulait parler de véritable austérité. On pourrait. C'est Oui. la dernière fois que le dernier épisode, c'était René Lévesque, là, quand il avait coupé le salaire de la fonction publique. Donc, on n'est pas du tout Exact. dans ce scénario-là. Là. Non, non, pas du tout. Il n'y a rien de ça qui a été annoncé, même que quand on regarde la fonction publique comme telle, ne serait-ce qu'au niveau de son poids, c'est fou. En fait, par exemple, en 2021-2022, en tout et partout dans la fonction publique, donc dans les ministères et hors fonction publique, on regarde l'ensemble des autres secteurs du gouvernement, on avait environ 557 000 fonctionnaires. Ça, c'est au creux de la pandémie, en 2021-2022. Présentement, là, pour les projections qui sont faites par le Conseil du Trésor, on devrait en avoir 608 000 au cours de l'année en cours. Donc, c'est une augmentation du nombre de fonctionnaires de près de 51 000 au cours des dernières années. Donc, il va falloir me dire où est-ce qu'on a fait des compressions au niveau de la fonction publique. Et quand on regarde, par exemple, le budget en santé, depuis que Legault est arrivé au pouvoir en 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, les budgets en santé ont augmenté de 52%. Quand on regarde l'éducation, c'est 54%. Et quand on regarde les études supérieures, c'est 40%. Donc, quiconque vous parle de compression budgétaire ou d'austérité est essentiellement de mauvaise foi. Et je dis pas ça pour défendre le gouvernement de la CAQ. De mon côté, je demanderais plutôt au gouvernement de faire preuve de rigueur puis de réduire ses dépenses. Et oui, à la limite, peut-être de tomber dans une dynamique où est-ce qu'on va couper dans le gras et réduire le nombre de personnel dans les ministères. Et ça, clairement que ça serait considéré comme l'austérité par certains. Et pourtant, ça serait juste de faire un ménage qui est nécessaire depuis quand même très longue date. Oui, bien justement, dans quel secteur? Là, on parle du descriptif, on va passer au prescriptif. Là. Vous, Nicolas Gagnon, la Fédération canadienne des contribuables, avez-vous des solutions où pourrions-nous couper dans les services, entre guillemets services, j'ose le préciser. Où est-ce qu'on devrait couper, selon vous, pour pouvoir justement permettre à la fois à ces gens-là qui sont... Si on coupe, c'est que c'est des dépenses inutiles. Donc, ce sont des vies humaines gâchées dans des services qui sont inutiles. Et de l'autre côté, comment pourrions-nous arrêter de gaspiller tout cet argent pour faire en sorte que le bien commun soit mieux servi, c'est-à-dire que la société civile puisse respirer un peu, réinvestir, retrouver la joie de vivre, retrouver la volonté de voir que le futur va être radieux, parce que là, tout ce que vous nous dites, c'est que à court terme, ça va mal, et à long terme, ça va aller encore plus mal. Donc, c'est très mauvais pour la société civile, c'est très mauvais pour l'économie qui doit croire à un avenir meilleur que ce qu'on est en ce moment. Donc, comment sortir de ce cercle vicieux? Quelles sont vos prescriptions budgétaires là, si on vous mettait si on vous donnait le rôle de conseiller du gouvernement, donc quels seraient selon vous là, les actes à poser?
Ben, il y a plusieurs actes que je poserais en premier lieu. C'est sûr que la première chose qui me vient en tête, ce serait de baisser les taxes et les impôts au maximum. Mais c'est clair que dans l'immédiat, quand on regarde un déficit, la première des choses qu'on doit faire, c'est de s'attaquer aux dépenses. Et la réalité, comme je disais tantôt, en fait, c'est que le déficit qu'on a présentement, c'est pas juste dû, c'est comment dire, à des investissements supplémentaires ou comment dire, à des nouvelles mesures comme telles. C'est vraiment dû à un déficit structurel du fait qu'on non seulement on a une fonction publique qui est extrêmement lourde, mais qu'on n'a jamais tenté de réduire d'aucune manière au cours des dernières années. Donc, c'est sûr et certain que tant aussi longtemps qu'on s'attaquera pas à la fonction publique comme telle et donc au déficit structurel qu'il représente, on va être pris dans ce cercle vicieux. Donc, c'est sûr qu'il va falloir éventuellement donner un coup de barre. Quand je regarde, par exemple, le nombre de personnel de bureau, de techniciens assimilés au Québec, en 2021, on en avait 220 000. Présentement, on en a 238 000. Donc, ça a augmenté de 18 000. Mais le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est le nombre de cadres, donc de gestionnaires. On en avait 28 000 au Québec en 2021. On est rendu à 33 000 cette année. Et la croissance, c'est environ 5 000 postes de plus. Mais si on regarde un autre poste intéressant auquel je crois que tout le monde est attaché, c'est-à-dire le personnel infirmier. Ben, le nombre de personnels infirmiers a augmenté en plus petit nombre que le nombre de gestionnaires qu'on a dans l'ensemble de nos établissements du gouvernement. Donc, essentiellement, c'est clair que si on ne priorise pas les postes les plus importants, ne serait-ce qu'en termes de services directs, donc les infirmières, les enseignants et les techniciens qui y sont à rattacher, et ainsi que les agents de la paix, par exemple, donc la police et tout ça, donc ces principales missions de l'État qui nous tiennent à cœur et qu'on voit. Je pense que au niveau généralisé, le sentiment est que le système de santé au Québec ne nous sert pas correctement, le système en éducation est en lambeaux et la sécurité publique, ben on voit que dans certaines municipalités ou certaines villes comme Montréal, ben on a des craintes par rapport à certaines tensions, donc clairement qu'on veut que ces missions-là soient priorisées et renforcées. Mais dans l'ensemble, il faut qu'on s'attaque au nombre de fonctionnaires qu'on a embauchés au Québec. Au cours des dernières années, on a embauché plus de fonctionnaires pour travailler ne serait-ce que dans les bureaux que pour servir les gens dans les établissements de la santé et de l'éducation. Mais ça, c'est la première des choses. Si on s'attaque que à l'augmentation des effectifs, et ça faisait partie de notre rapport prébudgétaire qu'on a soumis, ne serait-ce en fait, il y a quelques semaines avant le budget, en fait, dans ce rapport-là, on établit que, en fait, une des meilleures choses qui pourrait être faite, ce serait de ramener, ne serait-ce que la fonction publique au niveau pré-pandémique. Donc, de couper d'environ 34 000 postes. Là, je sais, il y a beaucoup de personnes qui se tirent sur les cheveux. Voyons, 34 000 personnes, c'est énorme. Je ne t'ai pas dit non plus qu'il fallait les renvoyer du jour au lendemain. Ce qu'il faut faire, ce serait plutôt d'y aller une certaine élimination par attrition, parce qu'on peut profiter des départs à la retraite qui vont avoir lieu au cours des prochaines années, du fait du vieillissement démographique assez important au Québec, et qu'à chaque fois que des gens vont partir à la retraite dans la fonction publique, on devrait s'intéresser à l'utilité de leur poste et au coût de celui-ci. Et si c'est possible, et plus souvent qu'autrement, ça reste... aussi. On peut penser que tous ces gens qui rentrent au bureau, mais que le travail serait qui est à tout le moins inutile, sinon nuisible, ben, et ça doit pas être, psychologiquement, ça doit pas être facile à vivre. Et donc, non seulement il y a un poids économique de tous ces emplois inutiles, mais en plus, il y a un coût social au fait que tous ces gens malheureux qui sont là dans la rue, ils ne contribuent pas à prévoir un avenir radieux où est-ce que la vie va revenir, l'investissement économique, la création, l'innovation, tout ça. Si on a une société avec une culture qui nous tire vers le bas parce que tout le monde est malheureux sur les antidépresseurs parce qu'ils ont des jobs vraiment qui ne leur permettent pas de s'épanouir comme personne, ben là, il y a un coût économique à ça aussi. Mais ça, c'était mon petit... mais pour continuer sur vos prescriptions économiques pour balancer le budget, là. Mais ça reste un très bon point. Il n'en reste qu'à la fin de la journée, c'est des postes dont on ne connaît pas vraiment toujours l'utilité. Et veut pas, quand on regarde, par exemple, le personnel de bureau du gouvernement du Québec, ça représente pas loin de 40% des effectifs. Donc, c'est des postes qui, je veux dire, à la fin de la journée, ces postes-là peuvent se retrouver dans le secteur privé. Et comme je dis, à la fin, on parle pas non plus de mettre à la porte les gens directement. Certains plus radicales, là, qui sont peut-être plus adeptes de Milei en Argentine ou peut-être du Doge aux États-Unis. Ouais, le fameux Doge, ben, on irait peut-être dans ce sens-là, mais la réalité, c'est que nous, on peut profiter des départs à la retraite qui vont avoir lieu au courant des prochaines années. Et ma suggestion, ça serait d'éliminer pas loin de 35 000 postes. Ça permettrait de réduire de pas loin de 10,5 milliards les dépenses en salaire, qui représentent pas loin je veux dire, les dépenses en salaire du gouvernement, c'est à peu près la moitié des dépenses totales. Donc, c'est sûr que si on s'attaque à ça, ben, on peut aller générer des économies puis remettre les finances publiques dans la bonne voie. Mais on vient de mentionner le Doge, mais ça,
Ça, je pense que c'est l'élément qui est le plus intéressant parce qu'on en a déjà eu un Doge au Canada. C'est juste qu'on l'appelait pas comme ça. Mais Jean Chrétien, en fait, dans les années 90, il avait mis en place un comité de révision des dépenses gouvernementales et il avait réussi à ramener l'équilibre budgétaire puis même à rembourser une bonne partie, ben pas une bonne partie de la dette, mais à rembourser jusqu'à 100 milliards de dollars de plus sur la dette du gouvernement fédéral avant qu'on entre en récession pour 2008 et aussi avant même qu'on ait un gouvernement conservateur dès 2006. Et dans le fond, durant cette fameuse révision-là, qui est essentiellement le même principe que ce à quoi on s'attendrait. On force les ministères à rouvrir leurs livres et à dévoiler l'ensemble de leurs programmes et de leurs effectifs et de l'état financier de chacun. Et ensuite, on leur pose des questions en fonction de chacun de ces programmes-là. Et c'est 6 questions assez importantes. La première, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt public? La deuxième, c'est est-ce que l'implication gouvernementale est nécessaire? Troisième, est-ce que c'est un rôle approprié pour ce palier gouvernemental? Après ça, on demande si un partenariat public-privé aurait été possible ou désirable. Puis à la fin, on se demande s'il y a un moyen plus efficace d'octroyer ce programme-là. Et si jamais on répond plus souvent non ou oui selon les circonstances, ben oui, on élimine le programme ou on élimine et par extension les effectifs, donc les fonctionnaires qui y sont rattachés. Et autant que ça peut sembler, un peu drastique comme mesure, il n'en reste qu'à chaque fois que l'exercice a été fait, on s'est retrouvé avec un surplus budgétaire. Ça a eu lieu avec Jean Chrétien, ça a eu lieu avec Paul Martin, et ça a eu lieu aussi également, avec Stephen Harper, et ça a eu lieu aussi avec Philippe Couillard, parce qu'en 2015-2016, il y a eu cette tentative justement de rouvrir les livres du gouvernement du Québec, et bien que ça n'a pas été très populaire, parce qu'on se souvient des slogans qui étaient scandés par les syndicats à l'époque, on a quand même atteint le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec en 2018. Et ça, c'était l'état des finances avec lesquels François Legault s'est retrouvé. Finalement, en 2025, on est rendu avec une perte de contrôle totale sur les déficits. On a une dette qui est passée de environ 205 milliards en 2018 et qui, d'ici la fin de la décennie, va atteindre 325 milliards. Donc, c'est énorme. Et la seule manière de s'attaquer à ça, c'est effectivement en prenant les moyens les plus drastiques pour y parvenir, tout en restant le plus humain également. Puis, comme je vous dis, je pense que l'approche se fait très bien. Mais il en reste une chose est sûre. Dans l'optique actuelle, je ne vois pas le gouvernement faire le ménage dans ses dépenses pour une raison très simple. Et c'est pas parce qu'il y aura pas ne serait-ce qu'un peu de l'ambition de le faire, mais c'est parce que l'année prochaine, en 2026, on se retrouve en élection. Et je ne connais pas un seul gouvernement qui s'est mis à couper dans les finances publiques en pleine élection ou en pleine année électorale. C'est généralement l'inverse. On distribue des nananes, des chèques, on annonce des nouveaux programmes, des nouvelles dépenses d'infrastructures et ça fait en sorte que finalement, on repousse au calendrier grec le retour à l'équilibre budgétaire comme ça a été fait trop souvent au Québec. Donc, de notre côté, c'est sûr que je vous invite, s'il y a des gens qui veulent avoir des questions, qui ont des questions précises par rapport à nos, à nos recommandations. Notre rapport prébudgétaire est sur le site du ministère des Finances, essentiellement comme tous les autres documents qui ont été soumis par les autres parties prenantes dans le cadre des consultations prébudgétaires. Et donc, nous, c'est effectivement, on espérait avoir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Finalement, on voit que c'est un plan pour l'endettement à perpétuité. Donc, comment reprendre espoir là-dessus? Je pense que l'espoir quand même, parce qu'il peut y en avoir, il faut quand même pas non plus être trop pessimiste, même si je suis un peu d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement bon pour l'âme, toutes ces mauvaises nouvelles-là. Mais à la fin, ce que je constate, c'est à quel point les gens sont réellement préoccupés. Ce qui est rare, parce qu'au Québec, plus souvent qu'autrement, on a beaucoup de discussions assez fortes sur, par exemple, les questions identitaires, linguistiques, culturelles. Quand c'est le temps de parler d'économie ou quand c'est le temps de parler de finances publiques, la discussion est un peu moins engagée. Mais ça a changé au cours des dernières années et je l'observe constamment et je vois que les gens sont préoccupés par ce qui a été annoncé hier et ils espèrent que le gouvernement va faire preuve de maturité et de rigueur avec la gestion des finances. Mais ils ont compris aussi que présentement, avec le gouvernement qu'on a puis avec ses orientations, et la pression des groupes, des syndicats de la fonction publique, entre autres, on a la difficulté à voir comment cette prise au sérieux va arriver rapidement. Et on comprend aussi que, comme on en a parlé, le visage humain, quand vous parlez des 6 questions qui avaient été posées aux différents fonctionnaires, aux différents appareils de l'État, on pourrait aussi résumer et prendre l'ensemble de ces réponses et qualifier ça de purpose, c'est-à-dire le sens qu'on donne au travail. Donc, c'est important et on le voit dans toute
disons, le management aujourd'hui, les ressources humaines, les grandes écoles, les standards en matière de ressources humaines, à quel point donner du sens à son travail, c'est extrêmement important pour le bien-être humain et psychologique des personnes. Et donc, en donnant des jobs qui servent à rien, comme le disait Félix Leclerc, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. On peut comprendre à quel point ces fausses dépenses-là, ces faux emplois qui sont créés, nuisent non seulement à l'économie, nuisent au déficit, nuisent à l'avenir à long terme du Québec, mais nuisent aux personnes elles-mêmes qui sont piégées dans cette logique. Alors, c'est un peu ce qu'on retient et on invite nos auditeurs à aller consulter différents documents que vous avez publiés, Nicolas Gagnon, sur votre site à la Fédération canadienne des contribuables, au contribuable au pluriel.ca. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir lu et d'avoir participé à cette journée de huis clos là, au gouvernement du Québec à Québec. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre conversation que nous allons avoir ensemble. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous et à la prochaine. Dans cette deuxième partie du Libre Podcast, aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie en personne de Virginie Dosti-Toupin. Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie, c'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter dans ce cadre du Libre Podcast, mais j'ai pu participer récemment dans ton podcast, justement, l'antichambre d'écho, qui sera disponible incessamment, j'ai l'impression. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux vous présenter un peu vos intérêts, d'où venez-vous, qui est Virginie Dosti-Toupin? Oui, en fait, moi, c'est dur à résumer, je suis une touche à tout. Québécoise, d'abord. Oui, québécoise. Une touche à tout qui a fait toutes sortes de choses. Dans une autre vie, j'étais acupunctrice, j'ai été assistante de recherche, je fais de la suppléance dans les écoles québécoises depuis 6 ans maintenant. Et puis, je suis au secondaire, primaire? Au primaire. Et je suis aussi conseillère municipale à Saint-Lambert. Et mère de 4 enfants, là, pendant un long moment, j'ai été à la maison avec mes enfants. Donc, un parcours assez atypique, mais disons, j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour l'écriture. J'ai écrit un livre sur la maternité. J'ai écrit une 50aine de chroniques, donc quelques-unes à l'immédiat. Ah oui, on va pouvoir en parler. Donc, c'est ça. Je suis intéressée par plusieurs sujets, je dirais, les politiques publiques en général. Donc, justement, dans la première partie de ce podcast, on avait l'occasion et la joie d'être en compagnie de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables et on a pu décortiquer, autant que faire se peut en 30 minutes, on a pu décortiquer ce budget du gouvernement du Québec. Il vient de tomber avec ce déficit de 13,6 milliards. Là. Donc ça, c'est le genre de sujet qui vous intéresse et qui vous préoccupe. Oui, tout à fait. Je dirais que l'endettement et les déficits, aussi bien au niveau, en fait, à tous les paliers de gouvernement, là, qu'on soit honnête. Il y a juste le municipal, nous, on n'a pas le droit de faire des déficits, donc on est protégé. Donc, on peut pas faire de déficit, mais on le voit au niveau québécois, au niveau canadien. Je suis très préoccupée. Je dirais que la base de mon engagement dans la vie publique, c'est vraiment la préoccupation pour la prochaine génération. Et puis, j'avoue que je suis un petit peu inquiète de l'équité générationnelle dans tout ça, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on pèle en avant puis qu'on s'endette comme s'il n'y avait pas de lendemain au final. Alors que ce sont nos enfants qui déjà payent le prix, là, on le voit avec l'accès à la propriété. Je pense que le niveau d'espoir et d'optimisme, et c'est peut-être pour une première fois, ou en tout cas depuis longtemps, que chez les jeunes, il est plus bas que chez d'autres générations. Donc, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment. Puis je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais c'est difficile, je le sais, parce que les citoyens, quand on leur demande, souvent vont vouloir le beurre, l'argent du beurre. Là, il va falloir faire des choix difficiles et puis, je pense, des choix responsables, surtout pour l'avenir. C'est quoi les critères pour prendre des bons choix responsables selon vous? Là? C'est-à-dire, on ne peut pas dépenser au-delà de nos revenus et mais en même temps, il faut quand même faire des investissements, souvent pour le futur, justement. Donc, souvent, on utilise le mot investissement à tort et à travers, là, mais vous, comment discerner ou comment discriminer ce qui est un investissement de ce qui est finalement payer les dépenses courantes et finalement endetter les générations futures?
Oui, bien là, je dirais qu'en plus, on a quelque chose qui est caché, dont on parle peut-être moins là, que les déficits, les dettes, c'est la fameuse dette, en fait, le déficit de maintien d'actifs, le DMA. Là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le sens où c'est la dette cachée, si on veut. Nous, on arrive à la fin de vie utile de plein d'infrastructures, aussi bien en eau que tout ce qui est dans le bâti, les routes et tout. Donc ça, je pense qu'on n'aura pas le choix de les reconstruire. Il faut y aller. Dans le fond, quand notre maison le toit coule chez nous, on répare le toit, on rénove pas la salle de bain. C'est vraiment ça, c'est juste de dire, est-ce qu'on peut faire les choix qui sont peut-être plates et peut-être moins électoralistes, mais c'est ça qu'on doit faire parce que c'est la chose responsable à faire, mais je le sais que c'est difficile parce que quand on veut se faire élire, donc c'est là où le rôle du citoyen est important. Je pense que les citoyens doivent prendre conscience qu'ils doivent élire des gens qui ont un discours qui est responsable, qui ne va pas dire... Par exemple, on a beaucoup parlé cette semaine des baisses d'impôts promises et plusieurs chroniqueurs se sont exclamés que c'était un choix irresponsable. Or, ça peut être un choix responsable. Plusieurs chroniqueurs bénéficiant eux-mêmes des impôts des gens bien souvent. Donc, oui, ajoutons ça. Conflit d'intérêt peut-être. Peut-être, mais dans un sens, ça peut être un choix responsable si et seulement si on s'engage en parallèle à couper des dépenses ailleurs, dans le sens où on peut pas éternellement grossir la taille de l'État, les responsabilités de l'État. Ah non, vous êtes sûr de ça? Parce que si on écoute les politiciens, c'est une croissance infinie. Là. Il n'y a même pas de... Dès qu'on pense à couper, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les services, ou dès qu'on pense à réduire l'augmentation des dépenses, on est vu comme quelque chose, une personne qui a pas de cœur, ou tout ça. Donc, non, c'est vrai qu'on entend même le mot austérité. Actuellement, on entend ce mot alors qu'on a un déficit de 13,6 milliards, le chiffre exact m'échappe, mais je veux dire, c'est quand même, je pense qu'à tôt ou tard, il va falloir qu'on arrête de faire semblant qu'il y a de l'austérité. Là. Il n'y en a pas. Puis même, je dirais que parfois, on sent, puis moi, je le vois un peu au municipal, des fois, on sent qu'on veut élargir le rôle d'un palier ou d'un autre. Par exemple, à la ville, il y avait des subventions pour l'achat de toilettes. Je vais donner des exemples très concrets, mais des subventions pour l'achat de toilettes à économie d'eau. Et puis, sauf que dans le fond, quand on se rendait au magasin de toilettes, en fait, toutes les toilettes répondaient aux critères. Donc, en fait, c'était une subvention qui essentiellement ne servait à rien. Ou on le voit aussi avec l'envie de payer, par exemple, les produits menstruels, qui est une bonne idée à la base. Puis moi, j'ai 4 filles, donc je sais qu'il y a un coût à ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de subventionner ça? Parce que, à ce compte-là, il faudrait peut-être subventionner les familles qui ont des garçons parce qu'ils mangent beaucoup quand ils sont adolescents. Je veux dire, ça peut être infini. Donc, je pense qu'il faudrait prendre conscience de ça, puis revenir aux missions de base. Et puis à aider vraiment ceux qui en ont besoin, parce qu'on le voit autour de nous, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. C'est quoi les missions de base, selon vous? Les missions de base, ben là, ça dépend du palier de gouvernement, mais c'est déjà... Parlons du provincial. Oui, du provincial. Celui qui est déficitaire. Oui, le fédéral aussi, je pense. Bien sûr. Mais c'est ça. Fait que pour le fédéral, ça serait déjà de base de respecter les compétences, les champs de compétences. Et puis, parce que, c'est sûr, on a parlé du programme, par exemple, de soins dentaires, ce qui est encore une fois, c'est un bon programme sur le fond, mais est-ce que c'est vraiment la responsabilité de ce palier de gouvernement-là? Non. Et puis, ça pourrait être d'aider toujours aussi ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que de donner des subventions qui sont au final régressives. D'où ça vient, selon vous? D'où ça vient, ce désir? Est-ce que c'est simplement parce qu'on cherche à qui profite le crime? À qui profite cette augmentation du rôle, le fait de sortir de son champ de compétences? Donc, selon vous, quels sont les processus qui sont liés à ça? Est-ce que c'est simplement, par exemple, le haut fonctionnaire qui veut augmenter le nombre de fonctionnaires sous sa juridiction afin d'avoir un plus gros salaire? Ou est-ce que c'est la pure bonté ou une vision naïve de la bonté humaine qui fait en sorte qu'on essaie d'englober l'ensemble des souffrances humaines? Donc, j'imagine, je ne sais pas, Justin Trudeau qui regarde les pauvres enfants qui n'ont pas l'argent pour se payer un dentiste. Et là, de sa naïveté originelle, il pense qu'en créant un programme, il va être capable de répondre sans penser aux différents, disons, effets négatifs qu'une telle politique peut avoir sur l'avenir à long terme de ces mêmes enfants. Donc, d'où ça vient un peu cette volonté du gouvernement à toujours vouloir en faire plus dans la bonté et dans
selon moi, il y a peut-être un peu du fait que nos propres champs de compétences, peu importe le palier où on est, sont plates peut-être. Par exemple, au municipal, on s'occupe des poubelles, du déneigement, de la voirie. Si on ne se sent pas excité par ça, même si c'est ça notre mission, bien, peut-être on va s'en créer d'autres. Peut-être au fédéral, le fait d'investir dans l'armée, bon, on aime moins ça. C'est plus glamour de faire un programme qui va toucher les gens dans leur quotidien. Alors, peut-être on se laisse tenter par sortir de nos missions pour, bien, toujours dans le but d'aller chercher des votes aussi et de se donner bonne conscience peut-être aussi, effectivement. Donc, c'est un peu cette logique un peu électoraliste toujours de qu'est-ce qui apparaît le mieux dans le système politico-médiatique qui fait en sorte qu'on se retrouve toujours à faire des politiques qui sont disproportionnées ou, disons, qui ne respectent pas. Donc, on arrive finalement à la fin avec une société complètement disloqué, c'est-à-dire ce qui était ordonné, les différents paliers de gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on a des différents paliers de gouvernement avec des responsabilités différentes? C'est justement pour bien ordonner, pour que pour que l'ensemble des besoins puissent être répondus. Tandis que là, si un commence à jouer dans le cours de l'autre et en bas, en haut, en bas, en bas, en haut, ben alors on se ramasse avec un système disloqué et finalement, les besoins ne sont pas répondus. Donc, on arrive... Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on sorte un peu de cette logique-là, Virginie Dosti-Toupin? Comment est-ce que le système politico-médiatique d'élection, électoralisme et tout ça, on semble difficilement, on ne voit pas comment en sortir à court terme, du moins. Je reviens avec la question des citoyens, des électeurs, parce que dans le fond, ça part de là. Donc, quand les gens vont prendre conscience de tout ça, peut-être vont-ils changer la façon dont ils approchent leur vote, leur choix dans l'isoloir, dans le sens où tenir compte plutôt que de la personnification ou la personnalisation de la politique, on va peut-être s'intéresser au programme davantage, se pencher plus sur les chiffres. Est-ce que ça balance? Est-ce que vous essayez d'acheter mon vote avec un chèque en fin de session parlementaire? Ou est-ce que vraiment, dans le fond, ça prend des politiciens qui s'adressent à l'intelligence des gens, puis ça prend des électeurs qui s'informent, puis qui font des choix éclairés. Puis pour revenir à votre question par rapport au Québec, parce qu'on l'a peut-être moins abordé, mais c'est sûr que, tu sais, en santé, en éducation, qui sont les deux gros postes budgétaires, et je pense qu'on va être rattrapé aussi par juste le fait qu'il y en aura peut-être pas d'argent. Donc, il va falloir qu'on se ramène à toujours l'essentiel. Les banquiers de New York, c'est l'épée de Damoclès du gouvernement du Québec depuis toujours. Donc, on n'a pas notre souveraineté finalement. Donc, on est peut-être déjà le 51e État parce que justement, la source de toute notre vie dépend de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, par la force des choses, par peut-être la baisse des moyens, on n'aura peut-être pas le choix de remettre en question le modèle québécois. Puis au début, tu sais, moi, j'ai reçu Vincent Geloso à mon podcast qui nous a dit, puis là, je cite de mémoire, mais le modèle québécois, il faut le jeter à la poubelle, puis mettre le feu à la poubelle. Puis bon, peut-être il y allait fort, mais maintenant, on lit même dans la presse, Stéphane Gramont, qui a fait toute une série d'articles sur la remise en question du modèle québécois, peut-être d'oser aller là, puis se poser des questions, aller voir ce qui se passe ailleurs, peut-être en Europe, s'inspirer parce que peut-être on ne veut pas se tourner vers les États-Unis, qui, pour plein de choses, ont peut-être pas fait les bons choix, mais on peut peut-être s'inspirer de pays qui nous ressemblent et qui font différemment les choses. Donc, ou peut-être avoir finalement cessé d'aller justement voir peut-être en France et avoir une vision originale de notre propre destin. Ça pourrait être quelque chose de nouveau aussi, parce qu'on semble de faire du copier-coller depuis quelques années, ça n'a pas nécessairement porté les bons résultats. Virginie Dosti-Toupin, vous publiez à l'occasion dans Libre Média, donc c'est vraiment une joie de pouvoir vous avoir aujourd'hui au Libre Podcast. Et nous sommes réunis dans ce beau café de Saint-Lambert, votre municipalité, où vous êtes vous-même une conseillère. Donc, est-ce que c'est vrai, blague à part, est-ce que c'est vrai les histoires des conseillers municipaux de Saint-Lambert qui met des obstacles, par exemple, à la Formule 1 à cause du bruit et tout ça? Est-ce que c'est juste une légende urbaine? En fait... Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une blague que je fais. C'est une blague. Alors, Virginie, on est en pleine campagne électorale. On a parlé du déficit, qui était une parenthèse dans l'actualité québécoise. Marc Carney, Pierre Poilievre. Comment voyez-vous jusqu'à maintenant cette campagne fédérale?
dans des circonstances qu'on peut souligner aussi assez exceptionnelles, là, c'est-à-dire la démission d'un premier ministre qui finalement découle avec l'élection d'un chef de parti qui devient premier ministre mais sans avoir été élu, et dans un contexte où, on le sait, des tarifaires, où est-ce qu'on a le Canada, une crise d'identité. Là. Comment est-ce que vous voyez ça? Ben pour moi qui fais une revue quotidienne là, de l'actualité, puis j'y vais vraiment partout parce que, bon, mon podcast, c'est l'Antichambre d'écho, je veux vraiment me tenir au courant, donc je regarde tout ce qui se passe. Et puis, je dois dire qu'il y a vraiment eu une grosse opération médiatique pour nous vendre, tu sais, Mark Carney, puis je dois dire également que j'ai été déçue, je pense, de la réception de cette campagne médiatique, dans le sens où les gens ont vraiment mordu l'hameçon, là, puis je sais pas où ça va aller, parce que je pense qu'au fil de la campagne, on va peut-être découvrir, dans le fond, le poteau rose. Mais... Il y en a qui font des parallèles avec Kamala Harris, où est-ce qu'au départ, bon, on essayait de mousser, mais plus elle parlait, plus on la voyait, plus son taux d'approbation baissait. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans la même logique? Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Ben oui, ça ressemble un peu. Puis après, c'est sûr que, comme Québécois, je pense qu'on voit passer là, les gens, je pense qu'ils s'amusent avec la boussole électorale, puis que tout le monde se retrouve finalement en plein centre de la boussole. Parce que, au final, il faut le dire, c'est comme participer à une élection qui est étrangère, là, dont on nous demande de voter, mais au final, on ne se sent pas toujours interpellé nécessairement par les enjeux. Et on ne connaît pas le personnage non plus, par exemple, dans le cas de Mark Carney. Pierre Poilievre, on le connaît un peu mieux parce que ça fait longtemps qu'il est en politique, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il est chef du Parti conservateur. Oui. Tandis que Mark Carney, qui est-ce? Oui, c'est d'ailleurs exactement banquier. Ça que le chef du Bloc nous dit là, en ce moment, c'est que bon, il y en a un qu'on connaît, l'autre, c'est la boîte de Pandore. Mais mieux un diable qu'on connaît qu'un diable qu'on connaît pas. Oui, exactement. Mais ensuite, il y a aussi cette insistance, je dirais, médiatique à nous imposer la question de l'urne comme étant qui pour faire face à Trump, puis de facto nous donner la réponse. Là. On nous suggère la réponse. Mais en fait, pour moi, la question de l'urne, puis je reviens à la situation de fragilité dans laquelle on est actuellement, qui fait en sorte que Trump a un peu de prise finalement sur nous. Pour moi, la question de l'urne, ça va définitivement être qui pour nous sortir de ce marasme-là, de ce marasme économique-là, mais aussi reprendre les choses en main un petit peu, là, parce qu'on l'a vu, puis je discutais avec un économiste avant moi, donc probablement qu'il vous l'a dit, mais en termes de productivité, je veux dire, on a fait du surplace là, depuis 10 ans. Donc, la décennie perdue, disait le Washington Post. Exact. Donc, pour moi, ça va être ça, la question de l'urne. Mais là, vous êtes encore dans le long terme. Là. On ne s'en sort pas. L'élection, c'est même pas 30 jours, ça, c'est le 28 avril. Est-ce que 28 jours, c'est suffisant pour faire des réflexions sur des politiques à long terme? Ouais. On est un peu pris dans le court-termisme, c'est un grand ennemi là, de la démocratie, puis de l'avenir du pays, là, d'une certaine façon. Non, tout à fait, vous avez raison. Tandis que Trump le dit lui-même, c'est-à-dire que pour lui, la réélection, c'est pas sa priorité. C'est-à-dire, lui, ce qu'il veut, c'est faire des politiques qui vont permettre aux États-Unis dans 20 ans, un peu comme les Chinois, dans 20, 30 ans. Donc, à court terme, des fois, il y a un investissement, ça coûte quelque chose à court terme pour pouvoir penser le long terme. On dirait qu'au Canada, on n'arrive même pas à formuler cette possibilité justement de mettre à l'avant-plan des enjeux à long terme. Mais aussi, il faut dire qu'il arrive avec... peut-être son premier mandat, c'était pas le cas, mais dans ce deuxième mandat, il arrive avec beaucoup d'énergie en début de mandat, ce qui signifie qu'il a compris comment ça fonctionne. Parce qu'au final, si on n'arrive pas avec cette énergie-là en début de mandat pour faire changer les choses, le statu quo, la force d'inertie, je dirais, de nos bureaucraties modernes fait en sorte que c'est très, très difficile de changer les choses. D'ailleurs, après 10 ans de Trudeau, je pense qu'on a eu les SQDC qui sont... Mais bon, en termes de bilan, de choses accomplies ou de changements réellement faits, c'est assez maigre. Donc, je pense qu'il faut vraiment peut-être, je ne sais pas qui va lever la main pour nous donner un programme dans lequel on aurait des changements qui seraient faits tôt dans le mandat pour mettre la table et assainir un peu les politiques, mais à suivre. Là. Puis c'est aussi que le débat, c'est pas nécessairement les politiciens. Les politiciens peuvent faire leur part pour essayer de mettre des enjeux à l'avant-plan, mais après, tu as la réaction de la population et du système médiatique aussi, qui est un peu entre les deux et qui décide finalement des priorités. Ils vont poser des questions, non pas sur l'enjeu que par exemple, on va faire une annonce de baisser de 15%, je crois, l'impôt sur les revenus moyens au Canada, puis vous ramassez avec des journalistes qui se foutent complètement, entre guillemets, de votre
politique que vous proposez et qui vont arriver avec d'autres choses, d'autres enjeux, d'autres priorités. Ah, que pensez-vous de l'autre politicien qui vous a dit ça, etc., etc. Donc, on arrive dans un... Il n'y a pas un problème, selon vous, d'un systémique au sens où c'est le système médiatique ou disons de comment sélectionner les enjeux, quelles questions, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est pas. On n'arrive pas à discriminer finalement ce qui est pertinent de ce qui l'est plus, de ce qui l'est pas ou qui l'est plus. Donc, comment réformer un peu tout ça? J'imagine que les podcasts, vous êtes une podcasteuse, dit-on, vous-même. Donc, est-ce que c'est une façon pour vous d'essayer de permettre à des enjeux qui, peut-être à court terme, ne sont pas nécessairement payants, mais de remettre les vrais enjeux à l'avant-plan? Oui, ben je pense que puis quand on fait de la politique active, on réalise aussi que en fait, le pouvoir réel que détiennent les politiciens est souvent très limité parce qu'en fait, il y a des enjeux même internes dans le parti. Donc, tu sais, la voix d'une personne, on en a parlé beaucoup là, des députés d'arrière-ban. Donc, le pouvoir réel que détient chaque élu est assez limité. Donc, je pense que quand on se rend compte que, oui, la sphère médiatique, il y a beaucoup de pouvoir parce que, dans le fond, c'est les idées là, qui circulent puis qui font que les gens embarquent ou non dans un changement parce qu'il faut que ça vienne de la base pour que ça soit un succès. Parce que quand on impose des choses, ça réussit en général assez moins bien. Donc, mais s'ils ne sont pas capables non plus de cerner les enjeux, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de capacité de gouverner? C'est-à-dire que moi, je peux être au volant d'une Formule 1, mais si on me met, moi, personnellement, aujourd'hui, Francis Denis, dans un cockpit de F-35, j'ai entre mes mains l'avion le plus perfectionné, le plus rapide, le plus... ajouter les qualificatifs qui existent sur cette terre, mais je n'ai aucune idée comment l'utiliser. Donc, je sais absolument inutile et je vais rester au sol. Je ne volerai pas Est-ce qu'on n'a pas ça aussi aujourd'hui? On a affaire à des politiciens qui arrivent au pouvoir et ils ne savent pas quoi faire avec. Ils gouvernent une machine qui est trop complexe pour leur capacité. En tout cas, dans le cas de Justin Trudeau, c'est peut-être que, ça c'est mon opinion, mais c'est peut-être que c'était plus facile à voir. Mais il n'y a pas un problème à ce niveau-là aussi? Bien, c'est sûr que le chef est pour beaucoup, tu sais, dans notre système, le chef est pour beaucoup parce que si les idées lui plaisent, bien, c'est sûr que, bon, ça va mieux. Donc, un simple député pourrait avoir la meilleure des idées, s'il ne réussit pas à la vendre à son parti, ça va faire du surplace. Donc, c'est sûr que le chef, il est pour beaucoup, puis après, on peut se demander si X ou Y personne a les compétences qu'il faut pour être à son poste. Mais ça pourrait être justement un enjeu qu'on peut soulever dans la campagne électorale, c'est-à-dire la compétence de la personne pour agir. Oui, bien après, on nous a beaucoup dit, Mark Carney a un CV impressionnant, donc est-ce qu'on devrait... Mais je pense qu'il y a aussi des qualités intrinsèques qu'on ne doit pas négliger, par exemple, le caractère de la personne est peut-être plus important, selon moi, que ses compétences, dans le sens où on veut de toute façon, il va y avoir une courbe d'apprentissage parce qu'il n'y a personne qui connaît tous les dossiers actuellement au gouvernement ou qui est un spécialiste de chacun des domaines. Donc, je pense que ça prend surtout quelqu'un qui a une bonne tête, quelqu'un qui a du jugement. Et puis, moi, du moins, c'est ça que je recherche Puis après, on peut se dire des fois qu'on est confronté à faire le choix du moins pire candidat plutôt que du meilleur, là. Malheureusement. Mais est-ce que c'est pas laisser ça, finalement, à la machine bureaucratique aussi? Si on centre trop sur le caractère de la personne, il va arriver avec la meilleure intention du monde, mais là, les hauts fonctionnaires, ils vont arriver, un ministre, j'en ai vu 5, je continue à faire comme si de rien n'était, puis une certaine arrogance de la machine bureaucratique qui a finalement mis un peu le terrain aux États-Unis, par exemple, parce que justement, c'est l'élection de Trump, selon moi, c'est plus un symptôme qu'une cause. Et le symptôme, c'est justement ce détachement de la machine bureaucratique par rapport aux préoccupations des gens sur le terrain qui s'est additionné à travers les années. Oui. Et donc, il est finalement arrivé avec ce ras-le-bol de l'élection de Trump, à tout le moins dans le premier mandat. Et même dans le premier mandat, il a été élu et on voyait qu'il savait qu'il était beaucoup moins efficace, par exemple, que dans le deuxième mandat qu'on voit actuellement. Par exemple, il est arrivé, il y avait 250, je crois, ordres exécutifs à signer la journée même de son élection et il jetait même des crayons dans la foule. Donc, il était prêt. C'est comme s'il avait pris 4 ans et s'était entouré de gens qui connaissent l'appareil de l'État pour pouvoir faire en sorte que sa volonté se traduise concrètement
dans la réalité. Ce qu'il n'avait pas dans la première fois, parce que peut-être qu'il avait été surpris lui-même d'avoir été élu, il ne le connaissait pas, et c'est un étranger, et bon, il s'était entouré de gens qui, d'une certaine façon, n'ont pas nécessairement traduit sa volonté politique, bon, etc. On ne peut pas refaire l'histoire, mais cette possibilité d'agir ou d'entrer aux commandes de l'État, ça prend quand même une connaissance de ce que c'est et comment l'utiliser, non? Oui, tout à fait. C'est sûr que l'expérience politique va être utile parce que ça, justement, je pense que Trump... Ce que n'a pas Mark Carney. Oui, parce que je pense que Trump ne s'attendait pas à autant de résistance par rapport à... Tu sais, je pense qu'il pensait, je vais faire un décret, puis ça va découler dans l'appareil étatique comme une chute d'eau, là. Mais en fait, il y a beaucoup de résistance. Puis pour quelqu'un qui s'y attend pas, ben ça peut prendre de court parce que, justement, ça nous réduit à, bon, sur un mandat de 4 ans, tu as une possibilité d'action dans ta première année, puis ensuite, ben les deuxième, troisième années, un petit peu, puis la dernière année est perdue. Donc, je pense que, tu sais, 4 ans en politique, ça a l'air long, mais en fait, essentiellement, c'est 1 ou 2 années. C'est très court, c'est un gros bateau à faire tourner. Virginie de Sti-Toupin, selon vous, quels sont les enjeux qui vous concernent, que vous considérez comme étant les plus pertinents aujourd'hui dans cette campagne électorale qui, finalement, vont guider votre vote? Sans nous dire pour qui vous allez voter, là, bien sûr. Ben, comme je le disais, moi, je veux un assainissement des finances publiques, je veux un respect des compétences du Québec. Je dirais que aussi, enfin, je ne sais pas quel genre de levier de négociation le Québec a dans cette élection-là. Je pense qu'ils le font comme neige au soleil, notre pouvoir de négociation, mais s'il en reste un, ça serait d'essayer d'avoir que chaque programme fédéral soit sorti d'une clause où le Québec peut juste sortir du programme si ça ne fait pas son affaire pour recevoir les fonds. Parce que je pense qu'au final, on laisse beaucoup d'argent sur la table. Je l'ai vu au municipal. Je pense que les municipalités au Québec doivent avoir la permission de Québec pour avoir les fonds. Donc souvent, à cause de cette lourdeur, mais que je comprends et que je cautionne, ben, ça fait quand même une lourdeur. Donc plusieurs municipalités ne vont même pas appliquer sur les subventions. Et donc, on laisse de l'argent sur la table. Donc, il faudrait qu'automatiquement, il y ait une clause de retrait pour que l'argent vienne à Québec et qu'on en dispose comme on pense bon. Virginie de Sti-Toupin, je l'ai dit dans le préambule de cet entretien réalisé à Saint-Lambert, au Café Passion. On les remercie de leur accueil. Vous écrivez notamment sur Libre Média et là, j'attire l'attention de nos auditeurs sur l'article intitulé « Le Québec doit sortir de l'ombre et briser l'illusion woke ». Et vous faites référence avec l'élection américaine qui, justement, a été marquée par un revers du côté du camp woke, là, et dans ce grand, on pourrait dire, cette grande sphère de la guerre culturelle, est-ce que c'est un élément qui pourrait, selon vous, profiter peut-être dans la campagne actuelle du Parti conservateur? Parce que les dynamiques sont différentes, mais je pense que ça soulève la question quand même de la gauche. Puis je prends la balle au bon pour peut-être aller un peu ailleurs, mais on le voit que la gauche est en difficulté partout. Puis tu sais, là, on a vu que Gabriel Nadeau-Dubois a démissionné. On sent un peu qu'il y a des couteaux là, qui s'échangent sur est-ce que la gauche devrait être plus pragmatique ou au contraire devrait y aller plus avec ses tripes? Tu sais, c'est ça un peu le débat au Québec. Moi, je pense que la gauche n'a pas nécessairement fait son examen de conscience partout en ce moment. Tu sais, je recevais récemment des invités, puis il y en a une qui nous disait que, en fait, c'est les politiques, qu'on peut appeler woke, là, j'aime pas tant le terme, mais bon, toutes ces politiques-là... Vous parlez par exemple de discrimination positive et tout ça, en général? Autres, oui, c'est ça. Donc, toutes ces politiques-là auraient simplement été faites trop rapidement. Que dans le fond, la résistance venait juste que les gens trouvaient que c'était trop rapide pour eux. Et non, tu sais, de vraiment se questionner à savoir est-ce que les gens veulent même de ces changements-là ou n'en veulent pas. Puis, tu sais, les messages sont quand même assez clairs de la part des gens. Là. Je pense que, tu sais, il y en a qui ne font pas l'unanimité, on va le dire comme ça. Et puis, le principe de compétence, on n'est pas prêt comme société à le sacrifier sur l'autel de l'inclusion. Non, c'est ça. Puis personnellement, moi, ça fait longtemps, tu sais, comme femme, j'ai jamais aimé l'idée de quota parce que, je veux dire, ça fait en sorte qu'après,
tout le monde se questionne, est-ce qu'elle est là pour telle ou telle raison? Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je rejette. Mais par contre, je suis tombée sur un essai, donc l'essai Abundance de Ezra Klein et Derek Thompson, qui sont deux personnes de gauche, démocrates, et qui, eux, en fait, essayent de remettre en question la culture de la limitation qui a été mise de l'avant beaucoup par la gauche, là, donc, tu sais, la logique de décroissance et tout, qui a nui beaucoup. Puis eux, ils veulent sortir de ça, ils veulent au contraire aller dans l'abondance, comme le titre de leur livre l'évoque. Donc, ils veulent, tu sais, entre autres... plus de steak, plus de gaz, plus non. Ben, non, pas du tout. Ils veulent aller dans l'abondance en énergie verte, en énergie... mais aussi en construction. Et puis là, je trouve que c'est... Moi, ça me passionne parce que, étant du milieu municipal, je vois que c'est un endroit où la gauche a mis beaucoup de bâtons dans les roues en termes de réglementation. On était plus dans le bâton que dans la carotte. Oui, puis tu sais, pour moi, c'est important que la gauche se remette un peu sur ses pieds. Je sais qu'il y en a qui célèbrent le fait que la gauche est en difficulté. Pour moi, c'est important qu'il y ait deux forces vraiment en présence parce que, tu sais, c'est des échos, puis des réponses, puis des questions pertinentes. Donc, pour moi, c'est important qu'ils se remettent en selle. Puis je trouve que c'est peut-être une bonne voie pour eux de se remettre en selle, justement, puis de se remettre en question par rapport à leur, je dirais, justement, cette culture de la limitation, aussi la liberté d'expression. Oui, puis de s'enfermer dans une espèce une chambre d'écho. Oui, puis de logique. Cette l'anti-chambre d'écho. De logique, en fait, qui est juste de s'opposer, de bloquer, parce que ça a été ça un peu le lieu où ils se sont réfugiés. Puis je pense que ça serait bien d'avoir une gauche qui se remet puis qui dit non, venez, nous, on a quelque chose, tu sais, à construire ensemble, puis d'être plus du côté YIMBY, là, de construire, puis de prendre, parce qu'on a une crise du logement là, actuellement, donc peut-être que ça serait le temps de lever. Tu sais, oui, souvent le règlement, par exemple, on prend le règlement 20-20-20 qui avait été mis en place par l'administration Plante. Tu sais, l'intention est bonne, encore une fois, on veut du logement social, mais des fois, quand on impose trop, on peut avoir un règlement qui est parfait, mais au final, ce que ça fait, c'est que ça bloque tout. Donc, je pense qu'il faut que la gauche se remette en question sur ces éléments-là. Puis je pense que c'est une bonne piste. Sortir de l'idéologie et vraiment aller plutôt dans un rapport pragmatique. Là. Oui. Il faut livrer. Là. C'est bien beau les grands discours. Je suis pour la fin de la guerre, mais je suis pour la paix dans le monde. Mais en même temps, il faudrait livrer un jour. Exact. Et ça, il y a un problème de quantifier disons, ces bonnes intentions-là. Là. On n'arrive pas à juger de si oui ou non ça a été réalisé ou pas. Là. On est toujours dans le discours, selon vous, dans la posture de la gauche. Est-ce que ça arrive qu'il livre quelque chose, finalement? Bien, je pense que, puis tu sais, je pense que le palais municipal, c'est peut-être un des endroits où la gauche, c'est comme, tu sais, a eu accès au pouvoir. Contrairement, admettons, on dit souvent que le Québec solidaire est resté dans le rêve et tout, mais dans le milieu municipal, la gauche a accédé au pouvoir dans plein de villes au Québec. Puis je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses qui ont découlé de ça, surtout pour les résidents de ces dites villes, dans le sens où on a mis la qualité de vie des résidents à l'avant-plan. Fait qu'il y a eu du verdissement, il y a eu de l'embellissement dans les rues. En termes de mobilité, je sais que ça fait pas consensus. Il y a beaucoup de sens unique aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, c'est que, dans le fond, quand on met le résident de la ville au centre de nos préoccupations, c'est sûr qu'on peut... Mais quel résident? Il y a toujours cette question-là aussi. Le citoyen, c'est, entre guillemets, la définition le plus faible des dénominateurs communs, c'est le payeur de taxes. Donc, on s'entend. Après ça, il y a des gens qui ont d'autres choix de vie que celui de la proximité et qui décident, comment se faire proche du citoyen malgré la différence des choix qui composent nos sociétés d'aujourd'hui. Ouais, parce que c'est un peu gros quand la gauche se dit, nous, la responsabilité citoyenne et tout ça. Moi, je suis un citoyen, je me sens pas nécessairement rejoint par ces différentes politiques-là. Oui, mais c'est aussi que je pense qu'ils ont oublié que en fait, c'était le piège. C'est qu'en mettant les résidents des quartiers centraux, par exemple, au centre de nos préoccupations, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie que c'est une métropole. Puis on oublie les commerçants aussi. Oui, c'est ça. Puis qu'il y a des gens des banlieues qui viennent ou qui aimeraient venir, ou qui viennent plus, parce que et qui ne veulent plus venir. Donc, puis c'est la même chose, je pense, le dossier du Mont-Royal illustre vraiment bien cette question-là, parce que dans le fond, le Mont-Royal, est-ce que c'est juste au Montréalais, ou est-ce que c'est à la grande région montréalaise? C'est une des montérégiennes, en fait, là. Donc, si plus personne peut y aller parce qu'il n'y a plus de stationnement, peut-être que c'est... Puis même contrairement aux consultations publiques qui avaient été faites. Donc, je pense que ce dossier-là, peut-être, va les rattraper parce que là, on est dans l'élection fédérale, mais il ne faut pas oublier que l'élection municipale s'en vient quand même bientôt.
en novembre 2021. Puis là, j'ai dit que la gauche s'était beaucoup illustrée au niveau municipal, mais moi, s'il y a quelque chose que j'espère, c'est que les gens, peut-être avec, là, ça fait peut-être 8 ans là, au pouvoir à Montréal, mais dans d'autres villes, c'est seulement 4 ans, mais j'espère que les gens de toute allégeance politique ont compris à ce stade-ci que la politique municipale, c'est vraiment important puis qu'il y a des enjeux essentiels qui s'y jouent, qui nous touchent directement dans nos vies. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se présenter aux élections municipales. Moi, pour ma part, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas. Mais pour vrai, c'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Ceci dit, il faut être averti. Ça joue dur. Donc, c'est pour les gens qui ont la couenne dure. Mais je pense que quand on se lance en s'attendant à ça, ben on risque juste d'être agréablement surpris parce qu'on a aussi plein de belles interactions. Mais ceci dit, j'invite tout le monde à voter parce que, tu sais, honnêtement, des taux de participation de 40% à peine, là, c'est pas tellement digne d'une nation démocratique. Après, on n'a plus le droit de chialer si on n'est pas allé voter, là. Honnêtement, c'est la base. Puis même, je dirais, on devrait suivre les dossiers municipaux davantage, pas juste se présenter une fois aux 4 ans, mais vraiment regarder, parce que si les choses sont si lentes dans ce palier-là, c'est qu'on fait beaucoup de 2 pas en avant, 3 pas en arrière, parce que les gens peinent à suivre les dossiers. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'intéresser à ce qui se passe près de nous. Bien, Virginie Dostie-Toupin, on va pouvoir peut-être bénéficier encore plus de vos écrits sur Libre Média et peut-être à ce Libre Podcast si jamais vous ne vous représentez pas comme conseillère municipale. Ça va peut-être laisser un peu plus de temps dans votre agenda déjà chargé. Je rappelle que vous êtes mère de 4 enfants, conseillère municipale ici même à Saint-Lambert, bénévole et commentatrice de l'actualité, et vous êtes cofondatrice et animatrice du podcast Antichambre d'écho. Et on peut vous suivre notamment sur X au @VD Toupin, Toupin. Alors, Virginie Dostie-Toupin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.